André Kiekens, qui a géré Solidarité Mondiale maintenant, VSM, prend son pension et on pensait que c'était un moment extrêmement bien pour parler avec lui sur ses motivations, sur qui est André Kiekens vraiment. Tu as choisi de t'engager dans le monde associatif pour changer ces réalités. Pourquoi pas un choix plus politique? Tu avais peut-être la possibilité de t'engager dans des partis politiques pour changer. On dit souvent, si on veut changer le monde, on doit passer par la voie politique. Toi, tu as pris la voie associative. Oui, tout ça est un peu lié à une vision sur le changement sociétal, le changement de société ou la bonne gestion de société. Pour moi, ça va vers, et c'est aussi d'ailleurs une stratégie que j'ai vraiment pu mettre en œuvre dans Welzensort, où j'ai travaillé et au VSM, c'est que le fait que dans le changement, il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle clé. Il y a évidemment la politique, c'est très important, et c'est important qu'il y ait des bonnes gens qui font la politique. C'est crucial parce que c'est la politique qui doit régler notre société dans des réglementations et dans des lois justes. Il y a évidemment aussi l'acteur économique qui est très important. Les gens doivent travailler, doivent avoir des revenus. Des activités économiques sont très importantes. Mais à côté de cela, il y a aussi la société civile qui joue un rôle crucial dans un équilibre sociétal. Parce que c'est la société civile qui va contrôler ou à encourager le monde politique pour avoir la bonne approche, pour tenir compte des idées des gens impliqués d'une façon participative. Donc il faut une société civile qui s'organise justement pour équilibrer les choix politiques et les choix économiques et pour créer une société en équilibre. On voit, et j'ai bien remarqué ça dans les différents pays où j'ai passé, que où il n'y a pas une société civile qui arrive à s'organiser et à entrer en dialogue avec le monde politique, que là, on a des sociétés déséquilibrées où il y a souvent une pauvreté et une exclusion catastrophique. Dans beaucoup de pays, c'est vraiment un modèle bipolaire où c'est le politique qui tient compte avec l'économique et ce sont eux qui font le jeu, avec la conséquence que dans pas mal de pays, 70 ou 80% même de l'économie ou la vie sociale se passe dans l'informalité, ce qui démontre que ça ne marche pas. La société civile dont tu parles, ce n'est pas quelque chose de loisir, c'est plutôt changement social et solidarité. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, la solidarité? La solidarité, c'est un container qui a beaucoup de formes et beaucoup de manières de l'appliquer. Mais pour moi, il y a dans la solidarité, il y a ce qu'on pourrait appeler, et ce que j'ai appelé dans un article que j'ai écrit à un certain moment, une solidarité chaude, où c'est la solidarité directe, c'est la solidarité individuelle d'homme en homme, d'être solidaire avec des gens dans ton environnement qui ont des difficultés, d'avoir la chaleur dans tes relations et tout ça. Mais il y a à côté de ça, et c'est ça qui est vraiment important quand on parle du concept d'une société, une solidarité qui doit être structurée, une solidarité structurelle. On peut dire une solidarité plus froide, c'est pas la solidarité chaude, la solidarité plus froide, mais plus important parce que c'est la solidarité qui est cristallisée dans des réglementations, dans des structures de solidarité. Comme par exemple la protection sociale est l'exemple vraiment
le plus important, où là, la solidarité qui est nécessaire se structure d'une façon tellement structurelle qui fait que mes impôts sont partagés et pour des gens qui ont vraiment besoin de cette solidarité à des moments spécifiques dans la vie, de maladie, de pauvreté, de vieillesse, d'handicap, etc., etc. Donc, une solidarité doit être structurée et demande donc aussi la réglementation, demande des lois de solidarité. Pour moi, la solidarité doit se transformer dans une politique pour être durable, pour être vraiment avoir un impact assez important. Ce qu'on connaît sur ce niveau-là se situe plutôt au niveau national. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'une solidarité structurelle au niveau international ou mondial. Est-ce que c'est parce que c'est impossible d'organiser la solidarité au-delà des frontières ou parce qu'on n'est pas déjà là? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend un peu des domaines. Hein. Quand on voit, par exemple, le domaine des droits de travail, là, tu as quand même une instance comme l'OIT, l'ILO, où tu as une structure internationale qui essaye de se mettre d'accord sur des conventions internationales qui ont aussi un côté de solidarité, la participation des ouvriers, des travailleurs, des salaires justes, équitables, etc., etc. Donc il y a quand même des structures internationales qui essayent de mettre un cadre d'une certaine solidarité, hein, qui font que les droits de travail dans le pays X et pays Z doivent aussi répondre quand même à des normes sur un certain socle minimal de normes qui doit être international. C'est un long travail, un travail sans fin, mais c'est vrai que sur beaucoup de formes de solidarité, ça s'organise au niveau de la communauté, au niveau du pays, mais là, il y a pour moi la nécessité d'avoir aussi une action internationale pour soutenir justement les mouvements à mettre en place cette solidarité structurée au niveau national. Parce que ce n'est pas évident, c'est un grand défi. Donc il faut certainement dans un monde globalisé que les mouvements sociaux se connectent pour avoir plus de compétences, plus d'expérience, plus de force, plus de pouvoir même, pour justement faire que ce changement, cette transition peut aussi se réaliser dans leur pays. Hein. Donc, par exemple, le monde mutualiste, c'est aussi organisé au niveau international. Bon, on essaye de créer des mutuelles dans pas mal de pays, surtout en Afrique, mais donc avoir cette expérience, cette connaissance et cet échange au niveau international est extrêmement important pour les organisations qui s'engagent là-dessus, pour justement avoir la force et les moyens de créer, par exemple, des lois sur l'accès aux soins de santé pour tout le monde. Et au niveau de l'UMOA, la zone ouest-africaine, l'UMOA a mis un cadre législatif ils sont en train maintenant de le mettre en place, de l'implémenter dans les différents pays en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un bon exemple de cette solidarité structurée au niveau international. Même s'il y a des pas en avant, il y a au même temps des pas en arrière, ça reste un combat, il semble, infini. Oui. Est-ce que ça te donne un sentiment de désespoir parfois? Oui, parfois, oui, dans le sens que c'est pas agréable certainement quand on constate qu'on doit faire dans certains cas des pas en arrière. Hein. Je prends
Par exemple, au niveau du Mali, on avait une jolie progression aussi de l'organisation sociétale et maintenant avec les guerres qui se font là et tout ça, tout est en train de dégrader, c'est la catastrophe. Mais pour moi, c'est aussi une question il y aura toujours dans certains pays des avancées, dans d'autres pays ça va être plus difficile, les contextes changent, le climat politique change. Pour moi personnellement, l'important est que tu restes dans le combat et que tu restes dans le réseau qui cherche des solutions. Quand on a des problèmes d'injustice, dans mon sentiment, on ne peut pas rester neutre devant un problème de justice sociale. Quand on est neutre, on fait aussi un choix. On fait le choix de maintenir les choses comme ils sont. En fait, tu fais le choix de ceux qui profitent de l'injustice. Donc, il faut choisir un camp. Donc, pour moi, avec ma conviction et tout ça, c'est assez évident que je ne peux que vivre ma vie où je fais le choix de vivre avec le groupe qui cherche des solutions, de ne pas être dans le problème mais dans la solution. Évidemment, c'est presque un choix idéologique, même si tu n'as pas toujours le succès espéré ou le résultat espéré. Je pense qu'on se sent mieux dans cette voie-là et dans ce camp-là que de rester neutre ou certainement d'être dans l'autre camp. Est-ce qu'on pourrait dire que le combat pour la justice a besoin d'espoir, mais l'espoir est né dans le combat même? Oui, le combat de justice a certainement besoin de l'espoir et ça se fait dans le combat même, mais je voudrais quand même aussi l'élargir qu'il faut aussi nourrir le combat. Il faut être convaincu et cela demande qu'on construise aussi une atmosphère, un narratif, disons, dans lequel l'espoir peut aboutir. Ce que je veux dire, c'est, bon, aussi dans mes études, j'ai aussi fait la philosophie, et la philosophie linguistique, ça m'a toujours fort intéressé, dans le sens que la manière dont on parle des choses, les mots qu'on emploie, créent aussi une certaine réalité, une certaine conviction. Donc c'est assez important le narratif, la manière dont on parle des choses. Et pour moi, on a vécu pendant longtemps une atmosphère où on se parlait assez négatif, désespéré en ce qui concerne les combats sociaux. Et donc, there is no alternative, allez-y, il faut se sauver la vie là-dedans. Non, il faut, je pense aussi, à côté du combat qui peut nourrir l'espoir, il faut aussi un langage qui nourrit l'espoir, qui nous dit non, let's make change happen, changeons la donne, hein, nous ensemble, et nourrir la croyance dans la force du changement. Et moi, j'y crois vraiment. Mais il faut élargir la croyance aussi chez les jeunes qui font ça d'une façon beaucoup plus naturelle déjà. Quand on voit les combats que les jeunes mènent aujourd'hui sur le plan du racisme, sur le plan de l'environnement, cette croyance est, messieurs, mesdames, on veut un autre monde, on peut changer des choses, on peut avoir un impact sur le système et c'est ça aussi, c'est important, je pense, pour continuer la lutte. Maintenant, tu es à l'aube d'une nouvelle future, plus comme directeur, responsable, homme de société. Tu seras dans une autre position. Quel est pour toi le rêve qui est plus proche maintenant pour le futur, pour ce futur? Oui, pour moi, le rêve est qu'après toutes les crises qu'on a passées les dernières années, qu'à un certain moment, les mouvements sociaux retrouvent
la synergie et la force, et la politique aussi, d'arriver quand même à des changements systémiques. Parce que le modèle qu'on vit aujourd'hui, qui est quand même un modèle libéral économique, de croissance de revenus, ça fait d'abord, ça blesse des gens avec des milliers et ça démolit notre environnement. Donc, on a vécu pas mal de crises les dernières années, des crises monétaires, des crises de banque, des crises de migration, des crises de santé maintenant avec le Covid, des crises de l'environnement, des crises sociales. Donc, mon rêve est qu'à un certain moment, et ça commence comme petit à petit, les gens disent oui, mais ce modèle-là est à sa limite. On est en train d'aller dans le mur. Il faut quand même avoir le courage de repenser certains concepts sociétals où il y a plus de justice sociale, où il y a plus de durabilité, où il y a plus d'inclusion. Un autre monde est possible si on s'y met ensemble. Ce qui veut dire aussi que les mouvements sociaux devraient un peu dépasser leur propre chantier, leur propre réseau, pour se mettre beaucoup plus ensemble et avoir une plus grande force. C'est aussi ce que j'ai fait dans ma carrière où j'étais à vivre ensemble, c'est Welzijn. Et après, à Solidarité mondiale, moi j'ai toujours, maintenant, essayé de mettre des mouvements ensemble, même au-delà des frontières idéologiques, ou sur certains thèmes, dire il faut dépasser et partir d'une vision de changement où on essaye de collaborer et d'avoir une force plus grande. Et moi, ok, si j'ai un rêve, c'est que ça va mieux quand moi j'arrête avec ça. On a encore du temps pour rêver et pour réaliser ses rêves personnels, mais aussi de société, de mouvement, de justice. Et c'était pour ces rêves que tu as poulé très fortement pendant des décennies. Maintenant, on espère se retrouver dans ces mouvements, mais d'une autre manière. André Kiekes, merci bien pour toutes les années passées et on espère le mieux pour les années à venir. Merci beaucoup.